Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on continue la série des instincts de survie avec les mystiques en campagne avec l'ultimatum induction. Pour rappel, les ultimatums, du coup, ce sont ces règles supplémentaires, des restrictions, des limitations, avec du coup induction qui me demande de n'avoir que des decks niveau 0 et sans recevoir d'expérience. Donc du coup au global, voilà, on aura un deck 0 XP qui sera le même pour toute la durée de la campagne, avec une difficulté standard pour le coup, et le pool de cartes complet pour essayer quand même de s'en sortir à peu près, parce qu'on veut bien se mettre des difficultés, mais bon, faut pas non plus déconner. Comme d'habitude, on parlera de l'investigateur en précisant quelques aspects de la campagne, le deck de niveau du coup 0 et un retour d'expérience. Et pour cette deuxième édition des mystiques induction, j'ai choisi de faire dans l'ordre chronologique de sortie avec du coup le renouveau de l'héritage de Dunwich. Pour cette campagne, j'ai réfléchi en fait voilà, enfin aux éléments qu'on vous a donnés sur le contrée sauvage dédié à l'héritage de Dunwich. Alors oui, on est sur le renouveau, on n'est pas sur l'héritage en tant que tel, donc il y a des choses qui changent, c'est évident. Mais le fond de la campagne reste quand même sensiblement le même. Il y a toujours une grosse pression sur l'enquête, sur le fait d'avoir des indices, notamment on pense à l'Express du Comté des Sexes. Et même si sur Là où le destin t'attend, on n'a plus cette contrainte de devoir enquêter au naturel sur les lieux collines de la Sentinelle, on a quand même cette pression, encore une fois, de pouvoir enquêter beaucoup de lieux, comme au musée Miskatonic, mais aussi sur des fortes valeurs occultes. C'est pour ça que j'ai choisi de partir avec Marie Lambeau sur cette campagne. Marie Lambeau, 4 en volonté, 4 en intelligence, rien que pour ça, on est très très bien. C'est l'une des meilleures statlines, pas forcément pour les mystiques, mais de façon globale, 4-4 en compétences fortes sur 2 compétences qui sont très usitées dans la campagne, 1 en force, rien à faire, et 3 en agilité, ce qui nous permet d'avoir quand même, en difficulté standard, une valeur d'agilité pas inintéressante pour tout ce qui est traîtrise à l'agilité. Et dans le renouveau de Dunwich, il y a quelques traîtrises à l'agilité qui peuvent être embêtantes. Bon, on pense aussi à kidnapper, évidemment, kidnapping, mais on peut tester aussi la volonté, donc ça va. Donc Marie Lambeau est l'interprète sorcier. Tant que vous avez au moins une fatalité parmi les cartes que vous contrôlez, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour qui ne peut être utilisée que pour jouer des cartes sorts ou activer des capacités activées de cartes sorts. Son signe ancien, c'est un +1, vous avez le droit d'ajouter ou de retirer une fatalité sur une carte que vous contrôlez. 6 points de vie, 8 points de santé mentale, une taille de deck de 30, une construction de deck très particulière avec des cartes sorts de niveau 0 à 5, des cartes mystiques de niveau 0 à 3, carte neutre de niveau 0 à 5, carte occulte de niveau 0, et jusqu'à 5 autres cartes chercheurs et ou survivants de niveau 0. Donc ouais, ça fait quand même un beau package. Mais c'est intéressant parce que, bon, elle a 4 en intelligence, donc elle va pouvoir enquêter assez vite, voire même immédiatement, avec une valeur intéressante. 4 en volonté pour des sorts mystiques, c'est très bien. Et surtout pour la résistance au deck de rencontre sur Dunwich, c'est tout à fait intéressant. Pour éventuellement gérer les rejetons, c'est intéressant aussi. Et son boule de cartes, avec les cartes chercheurs ou survivants, c'est quand même très très bien, ça permet de diversifier. La capacité est très intéressante, même si on le verra par la suite, je n'ai pas profité tant que ça de sa capacité, ça a été vraiment bien plus les cartes du deck, le pool de cartes et sa stat d'intelligence qui ont eu la primeur dans cette campagne. Sa carte signature est le champ déroutant, c'est un événement qui coûte 3 avec 2 icônes libres, rapide à jouer quand l'intrigue devrait avancer après avoir atteint son seuil de fatalité. Jusqu'à la fin de la phase, l'intrigue ne peut pas avancer en atteignant son seuil de fatalité. Retirer champ déroutant de la partie. C'est une carte signature qui est très forte à plusieurs égards. Bon, évidemment, si vous la jouez quand l'intrigue va passer, nickel, mais quand on a une connaissance relativement fine des campagnes, on sait qu'il y a des intrigues, quand elles passent, ça fait mal. Et donc garder ou avoir le champ déroutant pour ces intrigues-là, spécifiquement, ça nous permet quand même de gagner 3 actions avant de prendre la foudre, parfois. Et on y reviendra par la suite. Ça
Faiblesse signature, le Baron Samedi, le Seigneur du Cimetière, c'est un soutien, un avatar. Révélation, mettez en jeu le Baron Samedi. Il ne peut pas quitter le jeu tant qu'il a moins de 3 fatalités sur lui. Forcez quand n'importe quel nombre de dégâts est placé sur un investigateur dans le lieu du Baron Samedi, placez un dégât supplémentaire sur cet investigateur. Capacité gratuite ou rapide. Inclinez le Baron Samedi, placez une fatalité sur le Baron Samedi. S'il a au moins 3 fatalités sur lui, défaussez-le et il occupe un slot d'allié. C'est une faiblesse qui est, alors pas terrible, elle n'est pas terrible, mais elle est quand même très embêtante et elle est, oui, bon, encombrante, c'est un bon mot, encombrante ça, parce qu'elle occupe le slot d'allié. Et ça, vraiment, ça fait super mal. Son effet, forcé, oui, il est dur, mais il est plus dur en multi qu'en solo, parce qu'il y a autant de dégâts supplémentaires qui peuvent potentiellement être distribués lors de la phase des ennemis. Après, ça se gère à peu près. Marie a 600 points de vie, c'est pas 5. Ça va vite, mais ça passe. Le fait de placer des fatalités, quelque part, ça permet à Marie d'utiliser sa capacité de gagner des actions. Donc ça, c'est intéressant, quand même. Mais ce slot d'allié, c'est vraiment une pure. Le deck. Alors, nous y voici. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il n'a pas de soutien sort. Eh ben non. J'ai pas pris de soutien sort pour ce deck de Marie Lampeau. Alors, c'est un choix qui était osé, mais encore une fois, solo, tempo, besoin d'enquête. La stat reine pour enquêter, bah, c'est pas la volonté, c'est l'intelligence. Crainte d'être submergé par les mobs, notamment avec l'Express du Comté des Sexes, notamment avec l'appel du destin, et aussi avec le perdu dans le temps et l'espace. Donc, je me suis dit, il me faut Alyssa Graham. Alyssa Graham, c'est essentiel. Je l'avais joué avec Norman sur mon run des clés écarlates. Je me suis rendu compte que c'était une carte qui, à mon avis, était mésestimée pendant trop longtemps. Alors oui, aujourd'hui, on a Malleson qui casse tout, surtout qu'il y a la version XP. Alyssa Graham n'a pas de version XP, c'est dommage. J'espère qu'un jour, on en enverra une. Ça aurait été l'occasion avec les clés écarlates et Amina Zidane d'en sortir une, avec la gestion des fatalités. Ça n'a pas été le cas et c'est bien dommage. Mais bref. Alyssa Graham, bon, elle coûte 4, mais elle donne plus en intelligence et elle me permet de filtrer le DR. Franchement, pour un investigateur qui commence avec 4 en intelligence, sur une campagne, on a besoin d'enquêter de nombreuses fois. Alors oui, on peut dire, oui, mais Milan Christopher, il est meilleur. Oui, mais j'avais pas un si gros besoin de ressources que ça, j'avais surtout, en priorité, besoin de survivre en fait. Et du coup, Alyssa Graham, pour moi, était meilleure ici que Milan Christopher. Pareil, au cas où je ne pioche pas Alyssa Graham tout de suite, j'avais le parchemin des secrets, j'en ai parlé avec Marie, même effet, on regarde la carte du dessous du deck rencontre et on la place par-dessus, c'est différent. Après, je ne vous cache pas que, ayant pris Alyssa Graham cette fois-ci, plutôt que l'initié aux arcanes comme j'avais pris avec Jacqueline, eh ben, je me suis servi du parchemin des secrets pour aller chercher des cartes sous mon deck généralement et du coup avoir une petite pioche supplémentaire. Loupe et lexique occulte, bon en gros ça ce sont les deux soutiens qui restent de façon permanente en jeu par rapport au parchemin des secrets qui sont jetables. Le lexique occulte, bon je crois que j'en ai pas énormément parlé sur la chaîne, pour moi c'est l'une des meilleures cartes du jeu, c'est du dégât testless, mais c'est pas que ça en fait, c'est de la pioche. C'est potentiellement des dégâts, mais c'est surtout de la pioche. Et bon, ça peut être aussi, on peut défausser si on veut faire des dégâts et dépenser des ressources. Mais piocher 2 cartes et potentiellement faire 2 dégâts sans test, c'est quand même pas rien. Alors vous allez me dire, oui, mais dans Dunwich, avec au-delà du voile, piocher des cartes, c'est pas ouf. Ouais, bon, bah, j'ai quand même pris connaissance profonde. Hein, parce que oui, dans Dunwich, il y a ça. Après, le deck, ce deck, il n'était pas non plus en mode je fais que piocher. Et puis, avec une bonne compétence en volonté, j'étais prêt à faire mes tests pour éviter de défausser trop de cartes. Et puis après, selon les traîtrises qui m'encourageaient parfois à défausser des cartes, bah, parfois j'en défaussais, enfin, pardon, à défausser des cartes, ou à piocher et ensuite défausser, bah, parfois je piochais pas. Donc bon. Les fourrures épaisses. Alors ça, voilà, j'en ai parlé avec Marie.
Il y a vraiment des aspects clés dans les campagnes sur lesquels il faut s'attarder. Il y a un aspect clé sur cette campagne, c'est le dernier scénario, le pion cultiste. Le pion cultiste, qu'on réussisse ou qu'on échoue à notre test, il nous fait bouger de lieu, il nous transporte dans un autre lieu, où on prend une horreur, mais surtout, si on est dans les marges d'Yggdrasil, qu'on est sur le point d'aller dans la décharge dans le temps, qu'on pioche le cultiste, eh ben ça nous fout tout en l'air. Donc les fourrures épaisses, essentiel pour ce pion cultiste-là. Alors après, sur le reste des scénarios, il y a d'autres choses. Il y a un pion qui nous fait aller chercher l'horreur chasseresse dans le musée miskatonique, par exemple. Il y a quoi? Il y a un pion qui fait bouger les rejetons dans le scénario 6. Voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça. Donc les fourrures épaisses, pour ça, en un exemplaire, j'estime que c'est suffisant. C'est pas mal. Bon, attirer vers la flamme, logique, on doit enquêter, on doit choper des indices, notamment dans l'Express du Comté des Sexes, mais aussi dans le musée miskatonique. Il faut aller vite, faut pas traîner. Pareil, dans le sens sur l'hôtel, récupérer les indices assez vite, c'est pas mal. Élucider l'affaire pour avoir notre économie, c'est du rapide. Niveau tempo, on est pas mal. L'enquête, ça va le faire, donc nickel. Forme éthérée, je ne réitère pas l'erreur de la dernière fois avec avec Jacqueline. Je prends la forme éthérée pour fuir les coups durs. Hein. Si jamais je suis débordant en mob parce que j'ai pas Alissa, ou parce que elle est morte, ou parce que j'ai pas le parchemin des secrets, il faut avoir ce panic button, et pour ça, c'est forme éthérée. Nier l'existence pour au-delà du voile, sorte de protection pour au-delà du voile, mais pas que. Voyage astral, pareil. Si jamais ce foutu pion cultiste au dernier scénario m'envoie à Dash, avec voyage astral, je peux revenir dans le lieu si tant est qu'il n'ait pas été défaussé, et du coup essayer de m'en sortir. C'est le cas pour le dernier scénario. Cette carte n'est pas forcément utile ailleurs, sauf si on révèle par exemple la ruelle avant la salle VIP dans le scénario 2. Dans le musée, pas forcément utile, mais surtout voilà, pour ce scénario 8, c'est quand même pas mal. Et après, pléthore de compétences. Avec prophétiser, voilà, qui est une compétence qui sort rarement, mais qui avec Marie sert, et concrètement, elle a servi plusieurs fois, notamment grâce au Baron Samedi, il faut dire ce qui est. Et puis voilà, je pense que j'ai pas mal parlé du deck. Au niveau du coup, on le voit, c'est un deck qui coûte peu cher, il y a vraiment cette logique de maximisation du tempo, d'aller vite, de pas avoir des trucs trop chers à jouer, de gagner des ressources rapidement, et en fait de pas avoir de temps mort. J'y reviendrai. Niveau des icônes, beaucoup d'icônes libres. Pourquoi? On pense à l'Express du Comté des Sexes, avec toutes les icônes qu'on nous demande en passant d'un wagon à l'autre. Avec des icônes libres, on est tranquille, on peut passer un peu partout. Et puis au-delà de ça, ça nous permet de nous booster tantôt en intelligence, tantôt en volonté, parfois en agilité s'il le faut. Parce que voilà, on le voit. Promesse de pouvoir 8. Avec les courages inattendus 12. Prophétiser. J'avoue que il y a eu une fois où j'ai réussi à avoir les 3 icônes libres, mais la plupart du temps, il y en avait que 2. Mais bon, 2 en plus, c'est déjà très bien. Sur le retour d'expérience, de façon globale, la campagne a été gagnée, Marie a été vaincue, elle a été vaincue en fait au cours de l'acte 4. Donc après avoir géré cette bishop et le fait de devoir aller dans la déchirure dans le temps, Marie a été vaincue par les ennemis. Je vais voir, j'en reparlerai peut-être un peu après. Ce dont ce run m'a fait vraiment prendre conscience, j'en avais une petite idée avec Jacqueline, mais pas trop, c'est vraiment que avec cet ultimatum, induction, on a un positionnement de jeu qui est vraiment très différent. On joue pas de la même manière. Alors physiquement, oui, on se déplace, on enquête, etc. Mais on n'aborde pas les scénarios, on n'aborde pas la campagne de la même façon. Il y a un enjeu tactique qui est différent, mais du coup, en fait, ça nous allège énormément de choses. Moi, je suis un joueur qui est assez greedy, j'aime bien aller chercher les points d'expérience. Déjà, là, concrètement, pas besoin d'aller chercher les points d'expérience. Pas besoin d'aller ouvrir je ne sais combien de salles dans le musée miskatonique. Non, on maximise sa façon de voir le scénario pour, en fait, aller chercher au plus vite la salle accès restreint. Pas besoin d'aller chercher des points de victoire dans l'activité extrascolaire, ni
dans la banque gagne toujours. Ce qui veut dire que le choix du début des scénarios, eh ben, la banque gagne toujours, il y a beaucoup trop de mobs, donc on le prend d'abord lui. Parce que l'expérience, avant qu'elle nous tombe dessus, on a quand même du temps. Donc du coup, on s'en fiche de passer l'intrigue de A d'un seul coup et de perdre 3 rounds. Parce que concrètement, tout ce qu'on veut, c'est avoir des indices pour faire pop jazz et récupérer en fait les étudiants au dortoir. Voilà. Pas de scénario sans plus-value non plus. Alors, sans plus-value, il y a des scénarios, quand on abandonne, on a des conséquences néfastes, assez importantes. Sur Dunwich, en fait, si on abandonne au musée Miskatonic, oui, en gros, le livre va être récupéré par les méchants, et du coup, là, on va avoir une difficulté. On va rentrer dans un monde merdique, si vous me permettez l'expression. Mais par contre, du sang sur l'autel. Franchement, je compte pas jouer les soutiens d'histoire. J'ai le baron samedi, je peux pas prendre de charisme. À quoi ça me sert, si ce n'est avoir des icônes, d'avoir les soutiens d'histoire? Rien du tout. Bah, du sang sur l'autel, j'ai abandonné premier tour. Fini. Au-delà par-delà les frontières du visible, j'ai 3 sacrifices. Donc je n'ai pas 5 rejetons, j'en ai que 3. Déjà. La conséquence, c'est quoi? C'est d'avoir des fatalités directement sur l'intrigue 1A de là où le destin attend. C'est un scénario où on a intrigue 1, 12 rounds, je crois, intrigue 2, 10 rounds, 22 rounds au total, sans complexité énormissime, perdre 3 rounds, sachant que ça met déjà 3 fatalités et du coup, ben, ça va me permettre d'accélérer prophétiser. Bah, en fait, c'est pas un problème. Et qu'est-ce que j'ai à gagner? Des points d'expérience. Je m'en fiche des points d'expérience. Donc, bah, aux frontières du visible, abandon, premier tour. Donc en fait, concrètement, il y a 2 scénarios que j'ai pas joué. Mais ça m'a pas handicapé du tout. Au contraire, j'ai pas pris de risque, je me suis pas pris de trauma ou quoi que ce soit. Ça m'a vraiment pas handicapé. Donc, on vient en fait, voilà, une espèce d'approche un peu survivaliste, pas survivant, mais survivaliste, de comment optimiser tous ces aspects du jeu. Alors certains vont dire, non mais attends, tu joues pas ces 2 scénarios, c'est pas que je ne joue pas au jeu, c'est que je joue au jeu différemment. Et en fait, bah, j'optimise quelque part ma façon d'aborder la campagne en fonction des conséquences qu'il peut y avoir. Après, je connais bien les campagnes, c'est aussi pour ça que je peux me le permettre. Mais voilà. Par contre, voilà, par approche survivaliste, qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a pas de sort soutien dans mon deck Marie. Pourquoi? Parce que concrètement, moi, tout ce dont j'avais besoin pour avancer avec ce deck, c'était Alyssa pour le backup et le lexique occulte pour des dégâts Tesselest pour certains ennemis qui finiraient par popper. Parce que oui, bah, Alyssa, ça m'est arrivé, j'ai viré un ennemi, bah, il y en avait un autre derrière. C'est pas souvent. Avec Alyssa, par exemple, sur l'Express du Comté des Sexes, j'ai viré 2 Aurora Grippante. Et pourtant, j'avais le contrôleur au cul. Je crois que j'en parle derrière. Peu de soutien, voilà, c'est ce que je dis, beaucoup de compétences, parce que ça, voilà, c'est clé. On peut pas se permettre de rater des tests. Si on rate des tests, on perd en tempo, et du coup, bah, petit à petit, la machine s'enlise. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de compétences, et c'est vrai qu'en standard, bah, ça marche bien, parce que bah, déjà avec 5 en intelligence, 6 si jamais j'ai une loupe, 5 parce que j'ai dit ça. Bon, bah, j'enquête dans la plupart des lieux, même les lieux à 4, plus 2 en standard, c'est acceptable. C'est pas une réussite systématique, mais c'est pas mal. Moyennant une petite icône en plus, c'est intéressant. Et après, voilà, grosse crainte des mobs, parce que, bon, bah, manifestement, à part de l'âme spectrale et le lexique occulte, j'ai pas grand chose pour les gérer. Et donc, ça pouvait être une grosse difficulté. Point particulier, parce que là, en rappelant un peu de ce que j'ai marqué, je ne l'ai pas dit. Typiquement, voilà, dans les trucs, pas de quête de points de victoire ou connaissance des scénarios. Le musée Miskatonic, quand vous commencez, vous pouvez avancer le premier acte, tantôt en dépensant les 2 indices qu'il y a dans l'entrée du musée, tantôt en faisant votre test de force pour défoncer la porte. Mais ces 2 indices initiaux,
ils sont utiles pour activer la capa du hall du musée et révéler 2 lieux. Qu'est-ce que j'ai fait avec Marie? J'ai récupéré mes 2 indices. Il n'y a rien sur l'acte qui m'oblige à dépenser mes indices immédiatement. J'ai le choix. Attiré par la flamme, je récupère mes 2 indices. Deuxième test, enfin deuxième action. Test de force à 5, je suis à 1. Courage inattendu, promesse de pouvoir plus une autre petite icône de force, je réussis. J'ai défoncé la porte, j'ai 2 indices. J'arrive dans le hall du musée, je reste dans l'entrée du musée. Prochain tour, je rentre dans le hall du musée, je dépense 2 indices, j'ai déjà 2 trucs d'ouvert. Et c'est le deuxième tour. Derrière, je vais dans le bureau de la sécurité, parce que je sais que le bureau de la sécurité, c'est une valeur recul de 3. Je n'affronte pas des effets négatifs ou je ne tombe pas sur une salle du musée qui a 0 indice sur elle, et je sais que dans le bureau de la sécurité, il y a 2 indices dessus, dans les 2 versions. J'arrive, je me déplace, j'enquête 2 fois. Ça, c'est mon 3e round. Je réussis. Bon, chance. Parce que j'ai ma loupe. 4e round, je retourne dans le hall, je dépense 2 indices. Hop. J'ai déjà 4 lieux sur 6 qui sont en jeu. Potentiellement un salle accès restreint. Bon, là, déjà, je pioche l'horreur chasseresse. 3e round. Tant pis, mais je l'ai géré. Mais voilà. Bon, finalement, l'accès à l'accès restreint, c'était le dernier lieu. Mais, vous voyez qu'en 3 tours, en 3 rounds, j'ai révélé 4. J'ai mis en place 4 salles, dont une potentiellement la salle accès restreint. C'est super rapide. C'était vraiment énorme. Le champ déroutant, sur l'Express du Comté des Sexes, l'intrigue 0, ça nous fait pop le contrôleur. Eh ben, j'avais le champ déroutant. J'ai retardé d'1 round l'arrivée du contrôleur. Et du coup, plutôt que d'être à 1 lieu du lieu initial, j'étais à 2 lieux, ou 3 presque. Et le contrôleur ne m'a jamais rattrapé. Parce que j'ai réussi à enquêter, à aller vite. Alors oui, je me suis... Bon, avec Alyssa, clairement, j'ai réussi à éviter 2 horreurs agrippantes, comme je vous l'ai dit. Et voilà. Il y a vraiment cet aspect tactique, technique, un peu là, qu'on va chercher. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Dans cette campagne, en tout cas, on verra dans Carcosa comment ça se passe, mais il y a plein de petits trucs comme ça où on peut gratter, et en fait, on peut se simplifier la vie. Parce qu'encore une fois, au musée Miskatonic, 3 rounds, 4 salles de sortie, bon bah, on n'a pas pioché beaucoup de cartes rencontres à ce moment-là, donc on est assez tranquille. Mais ça, c'était possible parce que c'était Marie, parce qu'elle avait 4 en intelligence, et parce que j'ai pas voulu jouer des soutiens. Allez, j'avance un peu. Le must, Alyssa, voilà, c'est clair, j'en ai assez parlé, en plus ça tank pas mal les horreurs. Ça va bien avec sa capa, je pense que j'en ai assez parlé. Bon, le parchemin des secrets en backup, pareil, comme j'en ai parlé avec Jacqueline, c'était quand même assez intéressant. Bonne utilité, c'est vrai que c'est une carte que moi je n'ai jamais trop joué comme ça, autant la version 3XP pour les chercheurs elle est super. Dans celle-ci, ben, finalement, bonne utilité, ça aussi c'est intéressant avec ces decks de niveau 0. Ben, on cherche des moyens détournés ou des solutions qu'on n'a pas l'habitude de jouer parce qu'elles ne nous paraissent pas opti, mais finalement ça marche plutôt pas trop mal. La bonne aide, ben, ça a été la forme éthérée, cette fois-ci je me suis pas fait avoir. Ça m'a aidé quand même à plusieurs reprises, ça m'a aidé sur l'activité extrascolaire parce que ça m'a permis d'échapper au gardien de la sécurité et quand on lui échappe on le défausse automatiquement. Il était d'ailleurs avec un shogot là, pas beau, donc ça m'a aidé aussi pour le shogot aussi. Ça m'a aidé pour là où le destin attend, parce que là j'avoue que j'ai été en grande difficulté parce que pour la petite histoire, je me suis amusé. J'ai pas pris que l'ultimatum induction sur cette campagne, j'ai aussi pris Agonie. Et c'est vrai qu'en fait, il y a eu 2 scénarios où Alyssa est morte à cause d'Agonie. C'est là où le destin attend et perdu dans le temps et l'espace là. Et du coup, je me suis retrouvé à un moment, j'avais plus Alyssa. Et du coup, ben, j'avais 2 mobs sur moi, là, un Thrall à Vire là, et un autre truc. Et la forme éthérée m'a aidé, puisqu'en fait, en jouant la forme éthérée, j'ai fui mon Tralavière et l'autre truc, je suis allé dans le chemin ascendant, là où il y avait un mob, et j'ai bougé dans le pic de la colline de la Sentinelle. Bon, il y a 7 qui arrivaient, mais 7, comme c'est jusqu'à la fin du round, la forme éthérée n'a pas pu m'attaquer. Passe du mythe. Bon, le lutin qui était chemin ascendant, il est arrivé, il m'a engagé, 7 m'a engagé.
Phase d'investigateur, Marie était en très mauvaise posture, attirée par la flamme. Alors oui, 2 attaques d'opportunité, mais je pouvais les tanker. Et je réussis à récupérer les 2 indices, et je finis là où le destin attend comme ça, grâce à la forme éthérée. Sans avoir vaincu 7, parce que son point de victoire, je m'en fiche. Des améliorations. Voyage astral x2, parce que je me suis fait bananer. Si j'ai été vaincu au scénario 8, c'est parce que j'avais pas de voyage astral. Bon, il n'y a pas que ça. J'ai eu une mauvaise gestion à un moment. J'aurais dû temporiser. Avant de rentrer dans le bord de l'univers, j'aurais dû temporiser et mieux me stuff pour le coup. Parce que j'avais un voyageur interstellaire qui était dans l'autre dimension et qui m'attendait en fait au tournant. Si jamais j'avais eu un voyage astral, celui que j'avais avait été défaussé et j'étais trop loin de pouvoir cycler mon deck. Si jamais j'avais eu un deuxième voyage astral et si jamais je l'avais eu, en fait, des mondes lointains, je faisais un voyage astral vers les marges d'Yggdrasil où j'étais à l'origine, et derrière j'allais dans la déchirure dans le temps. Donc, si j'avais eu un deuxième voyage astral, si je l'avais eu en main, j'aurais peut-être gagné la campagne complètement et j'aurais peut-être sauvé Marie. La question des mémoires macabres. Je me la suis vraiment posée par rapport à la loupe. La loupe est rapide. Les mémoires macabres, non. Les mémoires macabres coûtent plus cher, mais ils nous font piocher. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus opportun d'avoir les mémoires macabres pour avoir de la pioche qui aurait remplacé les connaissances profondes et du coup, à la place des connaissances profondes, prendre autre chose qui me permettait peut-être de gagner en tempo, en raccourci, mais j'aurais plutôt penché sur un deuxième voyage astral justement, et peut-être autre chose pour gérer des ennemis. Je pense que si j'avais pris du coup à la place de une loupe et 2 connaissances profondes, une mémoire macabre ou 2, ça m'aurait libéré au moins une autre carte, un autre voyage astral, ou sinon 2 cartes, un voyage astral et un autre truc pour gérer les mobs. Peut-être. Peut-être que là, il y a quelque chose. Après voilà, il y a quand même une discussion à avoir sur Marie entre la volonté et l'intelligence. Moi j'ai fait le choix de jouer la volonté, de jouer l'intelligence pour avoir un meilleur contrôle du DER avec Alyssa, gagner en tempo, avoir beaucoup de compétences et fluidifier mes tests, sachant qu'on est en standard, avoir des événements pour gérer ce qui arrivait, mais du coup pas être lourd en matière de ressources, etc. Et essayer d'éviter le fait d'avoir des mobs à gérer. C'est vrai que si j'avais choisi le côté un peu plus mystique, avec des soutiens qui jouent sur la volonté, j'aurais utilisé du temps pour me stuff, parce que j'aurais pas pu enquêter aussi facilement, aussi bien, aussi vite. Alors oui, 4 en intelligence, c'est quand même bien, hein, je dis pas ça, mais comme j'avais souvent Alyssa dans ma main de départ, puisque je faisais un hard mulligan pour avoir Alyssa systématiquement, que premier tour je posais Alyssa, c'est vrai qu'on est à 5, et 5 c'est quand même mieux que 4. Surtout pour les lieux à 3. En matière de tempo, les soutiens, voilà, j'avais peur d'être trop lent, il m'aurait fallu peut-être plus de génération de ressources, j'aurais peut-être dû mettre libérer l'âme, ou peut-être avoir des planques, mais du coup, ça m'enlève des slots pour autre chose, et ça m'aurait aussi obligé quelque part à ne pas avoir. On peut pas faire l'un ou on peut pas faire un entre-deux si on veut être efficace. On peut pas avoir et Alyssa et derrière avoir des trucs à la volonté, puisque Alyssa aurait été remplacée notamment par David Renfield pour avoir des fatalités et avoir de la génération de ressources. C'est obligé. Du coup, les mobs, j'aurais pas pu les filtrer autant. Peut-être un peu avec un parchemin des secrets si j'avais pris, mais est-ce que j'aurais pris alors que j'aurais déjà eu beaucoup de soutien imposé? Je sais pas. Mais par contre, il aurait fallu que je puisse les gérer les mobs. Tantôt par la fuite, avec peut-être les brumes de Herlier, tantôt avec un flétrissement. Mais du coup, toutes ces cartes en plus, parce qu'il y en aurait eu des cartes en plus, certes j'en aurais enlevé, mais j'en aurais mis plus que ce que j'en aurais enlevé pour essayer d'avoir un package global, je pense. J'aurais eu des sorts soutiens qui n'étaient pas boostés, sans les fameux plus 2 des versions XP. Et du coup, autant sur les premiers scénarios, oui, ça aurait été confort. Mais sur les scénarios de mid-game et de late-game, je pense que j'aurais eu des difficultés en matière de boost. Est-ce que j'aurais pris autant de compétences? Je ne sais pas. Est-ce que ça aurait été assez d'avoir autant de compétences? Parce que pour gérer des petits mobs, ok, ça va, mais dès lors que les mobs ils commencent à avoir 3 en force et qu'on a 4 en volonté, 5 si on a David, ça peut se faire.
Mais voilà, il y a toutes ces questions. Donc là-dessus, franchement, j'aimerais bien avoir votre avis sur est-ce que vous auriez fait une Marie différente? Est-ce que vous voyez aussi les choses sous ce prisme-là, intelligence, volonté? Ou est-ce qu'il y avait une troisième voie que j'ai pas vue? C'est vrai que j'ai pas exploré le fait de prendre des cartes survivants. Enfin, exploré. J'ai songé, mais j'ai pas trouvé vraiment de choses qui m'ont interpellé à prendre avec Marie pour cette campagne en survivant. Donc, n'hésitez pas à me dire. Mais voilà, il y a vraiment, je pense, cette discussion à avoir sur quel Marie utiliser sur cette campagne, comment l'orienter, quel style de jeu aurait été meilleur. Est-ce que celui que j'ai joué était le bon? Je pense que c'était quand même pas mal vu que je suis allé quand même au bout de la campagne. Mais peut-être que, en effet, avec la volonté, j'aurais peut-être mis plus de temps à me stuffer, mais j'aurais peut-être mieux assuré le dernier scénario. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur Marie Lambeau et le renouveau de l'héritage de Dunwich. Donc n'hésitez pas encore une fois à commenter, liker et partager. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça va susciter quand même des petites conversations et des petits débats dans les commentaires. Bon, on va pouvoir continuer du coup avec cette série. Et je suis en train actuellement de réfléchir à Carcosa, à qui prendre. Bon, honnêtement, ça sert à rien de mettre dans les commentaires prends ci, prends ça, parce que je pense que j'aurais décidé avant que la vidéo sorte. Mais vous pouvez toujours donner votre avis, quand même, c'est toujours intéressant. On verra bien, on verra bien. C'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont proposé Cécina, alors c'est pas une mystique, mais c'est vrai qu'elle peut bien gérer, je pense, cette campagne. Après, moi, je réfléchissais, je savais pas trop. Comme il y a 3 pions crânes dès le début de la campagne, Jim, ça peut être intéressant. Étant donné qu'il y a des mobs qu'il faut combattre, qu'il y a des versions d'Astur différentes, je n'ai pas encore prononcé le serment, donc je peux le dire. Est-ce que Akashi, avec plus de charge sur ses sorts, justement, serait pas mal? Je sais pas, on va voir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et d'ici à la prochaine, je vous souhaite à tous de bonnes parties. Au revoir.